L'idée, c'était de faire un point sur toutes les premières livraisons et puis un peu ce qu'on raconte en ce moment, en termes d'état de la campagne et puis, bon, tout ce qu'on peut dire sur la physiologie, les stades, et évidemment l'azote. Donc à partir d'un certain nombre de conseils que vous avez maintenant tous reçus. Hem Voilà, ce que je voulais commencer, c'était pour dire que en fait, juste revenir sur l'année dernière, sur un point qui me paraît important. C'est que l'année dernière, tout le monde se souvient de cette année, pourrie, en termes de rendement. Mais, effectivement, la météo y est pour beaucoup, mais pas que, et moi j'estime que 2024 était une année très technique. Il y avait, effectivement, un poids important des maladies et la façon de positionner les fongies, les produits utilisés, les doses et cetera ont joué un rôle très important, les variétés utilisées aussi. Mais également l'azote et ça on a tendance à l'oublier. Le fractionnement l'année dernière, l'azote était très peu efficient et donc la façon de l'apporter, la façon de fractionner et puis surtout respecter les conseils jusqu'au bout, ça a fait perdre aussi, on estime, encore, quelques pourcents, là, jusqu'à une dizaine de pourcents sur les 20-30 de rendement que tout le monde a perdu. Donc, juste revenir là-dessus parce que, on a tendance à se dire: «Bon, ben, voilà, l'année était pourrie et il y avait pas grand-chose à faire, c'est tout, c'est le manque de rayonnement, la météo, machin». Mais, d'un point de vue technique, il y avait des choses à faire. Et quand on regarde, la synthèse de toutes les courbes de réponse à l'azote qu'on avait, l'année dernière, globalement, c'est quelque chose qu'on a vu, venir, pendant l'année. Vous voyez en bleu ici, ce sont les courbes de réponse en rendement de l'année 2023 et en rouge de l'année 2024. Donc c'est les courbes moyennes. Derrière, il y a 10-15 essais, que des essais Hauts-de-France là, dans la région. Et en fait, effectivement, les fournitures de l'année dernière étaient beaucoup plus faibles, hein. Les témoins sans azote étaient beaucoup plus faibles et la pente également était beaucoup plus faible. Donc la pente, c'est la réponse à l'azote. À chaque fois que vous avez mis une unité, est-ce que cette unité-là a été bien valorisée ou pas? Et c'était, moins le cas que l'année d'avant et moins le cas que d'habitude. Donc c'était beaucoup plus difficile à faire absorber de l'azote à ces plantes mais par contre, globalement, quand vous regardez l'écart entre le rendement optimal et puis, les fournitures, bah, l'enjeu était identique. L'année dernière, on avait un enjeu identique. Il fallait pas se gourer sur l'azote et bien appliquer l'azote jusqu'au bout. Alors particularité, vous le voyez tout de suite, il y a un écart de 10-20, enfin même plus que ça, 20 quintaux sans problème entre les 2 années. Mais au niveau protéines, les 2 courbes sont quasiment assez proches. Ce qui veut dire qu'effectivement, au global, ça nous fait, 30, 40, 50 unités en moyenne absorbées, en moins entre 2024 et 2023. Et ça, c'était lié surtout, vous l'avez à droite, au CAU, l'efficacité des engrais. Les engrais, l'année dernière, ont été beaucoup moins efficients que d'habitude. On estime, l'efficacité de l'engrais dans la région, nord, hein, à 65 globalement de ce que vous avez appliqué qui était vraiment valorisé, contre 80 d'habitude. Alors vous voyez que c'est jamais zéro, c'est jamais 100 non plus. En moyenne, on estime que c'est à peu près 80 et là, on était à 65 0,65 seulement d'efficacité l'année dernière. D'où l'importance de bien s'adapter. Alors, heu, vous savez et Unéal teste aussi en parallèle, du CHN plus, Farmstar CHN. Vous savez on développe un outil qui permet de valoriser, l'ensemble des informations, sur tout le cycle du talage jusqu'à dernière feuille. Et ça, donc c'était, un élément très important l'année dernière, on avait testé, dans la région pour pouvoir, se rendre compte un peu de ce qui se passait, pour pouvoir adapter les conseils et puis que ça serve à tout le monde et que ça serve à vous aussi qui faites, du Farmstar, un calcul de dose au début et puis une réévaluation seulement à dernière feuille. Mais le fait d'avoir toutes ces informations dans l'année nous ont permis d'essayer d'accompagner le conseil, quoi. Alors je m'en étais déjà servi, pour la réunion bilan, enfin réunion à dernière feuille l'année dernière.
Je vais pas revenir sur, l'INN, mais globalement, ce qu'on s'est rendu compte quand même ces dernières années, c'était, la plupart des outils, et y compris, Farmstar actuel, se basent sur un INN, donc une mesure qui est réalisée, là, ici, en fin de cycle. Donc, l'INN, c'est un indice de nutrition azotée, c'est le rapport entre une biomasse et une teneur en azote optimale. Et en fait, en fin de cycle, souvent les outils tels qu'on les connaît, les Jubil, N-Tester, Farmstar et puis tous les autres outils, se basent juste sur une mesure à la fin, et en fonction de ça, on réajuste la dose à appliquer pour aller chercher le meilleur potentiel. Et en fait, on se rend compte que plus les années passent, plus la météo est changeante, plus le «réchauffement climatique» entre guillemets est marqué, plus, en fait, plus qu'une valeur à un instant T, ce qui est important, c'est une trajectoire. C'est la trajectoire qui compte et on n'aime vraiment pas ces trajectoires de suralimentation azotée là que vous voyez au-dessus, hein. Donc des biomasses très fortes, très riches en azote, parce que ça, en fait, si la météo est pas parfaite jusqu'au bout, et c'était le cas en 2016 et c'est le cas, maintenant, une année sur 2 ou sur 3, hein, soit excès d'eau, soit excès de température. Si la météo est pas parfaite, bah, souvent ça se casse la gueule en fin de cycle et avec l'apport de fin de cycle, on n'arrive pas à rattraper complètement. Donc, plus qu'une valeur à l'instant T, c'est une trajectoire qui compte. Et dans le bilan de l'année dernière, vous avez ici l'ensemble des parcelles, qu'on a pu tester avec du CHN. En fait, on s'était rendu compte qu'à épi 1 centimètre, on avait plutôt des bonnes absorptions globalement, sur les parcelles, même semées tôt et cetera. Évidemment sur tout ce qui est, là en bas à droite, enfin en bas là, les catégories C, D, les semis tardifs, mal implantés, tout ça, forcément c'était moins bon. Mais à partir des pieds centimètres, on a vraiment eu un ralentissement l'année dernière. Donc c'est toutes ces courbes-là de toutes les couleurs que vous voyez et cette grosse c'est la courbe en violet là, celle qui est vachement importante, c'est la courbe, moyenne pluriannuelle et en fait, même les meilleures parcelles, donc tout ce qui est en orange là, même les meilleures parcelles l'année dernière ont fini que dans la moyenne ou juste en dessous de la moyenne pluriannuelle. Globalement, les blés l'année dernière, c'est ce que je vous disais, ont pompé entre, voilà pour les blés les plus implantés, quelques unités de moins que d'habitude, jusqu'à 50-100 unités de moins là pour les parcelles inondées avec du piétin ou toutes sortes d'accidents. Donc globalement, on a eu une absorption l'année dernière qui était plus faible. Vous voyez la pente aussi, ce que je vous racontais là, au début, mais une pente plus faible, donc besoin d'accompagner les blés jusqu'au bout, et puis, bah, de pas paniquer en fin de cycle. Donc, effectivement, il y a eu des soucis d'image, on les a reçus un peu tard l'année dernière et tout, mais on avait les capacités d'absorber, et surtout, il fallait pousser le blé, le plus tard possible pour qu'il ait les capacités d'aller absorber ces apports et donc, j'espère vraiment que vous êtes pas arrêté trop tôt dans, les conseils azotés, l'année dernière. Hem Globalement, les outils avaient bien vu qu'il manquait de l'azote, au moment du diagnostic, hein. Donc ça, c'est le diagnostic Farmstar l'année dernière, 2023 comparé à 2024. Vous voyez que, en fonction de la biomasse, et ça, le QN, c'est la quantité d'azote absorbée. Bah, globalement, vous voyez que la bulle entre 23 et 24, elle est abaissée. Globalement, les outils avaient bien constaté qu'à dernière feuille, il manquait, une quarantaine d'unités, et donc qu'il fallait compléter. On avait des biomasses qui étaient relativement correct, mais l'azote absorbé était moins fort et donc il y avait besoin de compléter pour aller chercher ce potentiel. Et donc, par rapport à tout ça, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner la plante jusqu'au bout pour essayer de faire en sorte qu'elle absorbe un maximum d'azote à floraison et quelques jours après, hein. Donc ça, c'est la courbe que je vous montre, tous les ans. Et on essaye vraiment de travailler beaucoup plus maintenant sur le CAU, hein, l'efficacité de l'azote, pour optimiser. Plus on s'en va vers la fin de cycle, plus l'azote que vous allez apporter va être efficient. Et en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on avait des plutôt bonnes efficiences, là jusqu'à les pieds centimètres et il y a vraiment eu un ralentissement, hein, là d'absorption entre, épi 1 centimètre et dernière feuille. Et puis on a eu un retour d'efficience, vers la fin, mais à condition d'avoir, été jusqu'au bout et d'avoir, osé mettre l'azote, tardivement. Alors effectivement, vous allez toujours me dire, il y a l'azote liquide, ammonitrate, c'est pas la même chose, mais globalement, on peut quand même aller faire absorber de l'azote, tardivement sur nos baies.
Bon, je passe pour dire que en fait, globalement, tout cet azote, que vous allez mettre, dans tous les cas, ça j'ai déjà montré, hein, l'année dernière notamment, mais dans tous les cas, si vous avez un outil qui est bien paramétré, peu importe l'outil, s'il est bien paramétré, c'est-à-dire que si on fait vraiment un diagnostic, le plus tard possible, la dernière feuille, qu'on constate qu'on est vraiment dans la pente et qu'il y a encore de l'azote absorbé, à chaque fois, et c'est le but de la bulle bleue ici, à chaque fois, il y a des gains de rendement à apporter. Si on vous conseille 80-90 à la fin, il n'y a jamais de point où il faut dépasser la dose ici, et là, c'est ces trucs-là, et où on perd du rendement. Globalement, tout le temps, on gagne du rendement. Il faut vraiment être en surexcès d'au moins 50 unités au-delà de l'optimum pour commencer à avoir perdu du rendement. Donc, c'est ça ici. Globalement, les OAD de fin de cycle permettent toujours de réajuster. Et c'est ce que je vous disais, là, le fait d'utiliser maintenant des outils qui pilotent du talage jusqu'au bout nous permettra encore d'optimiser ça tout le long du cycle. Voilà, c'était un peu le bilan quand même rapide de l'année dernière pour dire que globalement, c'était vraiment une année à la con, mais que techniquement, il y avait des choses à faire. Et d'un point de vue azote, il y avait des choses à faire pour aller optimiser rendement et protéines. Cette année, comment ça démarre? Bon, ça, ce sont l'ensemble des parcelles Uneal Farmstar, hein. Bon, beaucoup moins que les grandes années Farmstar, hein. Vous avez plusieurs outils dans la maison, mais ça nous permet toujours d'être à peu près représentatif de ce qui se passe. Tout le monde aura bien noté que l'événement marquant de l'année, c'est le retard des dates de semis liées aux fortes pluies qu'on a eues en octobre, notamment autour du 9-10 octobre. Donc ça a décalé globalement les semis qui aujourd'hui, on le voit, ont des impacts sur les stades, sur le développement global, et je vais en parler après, sur l'azote absorbé, donc c'est la mesure qui est réalisée dans Farmstar, mais aussi un impact sur les reliquats. Et puis on pourrait vous allez peut-être en parler après, mais désherbage, pucerons, et vous allez en parler après, ça, risque maladie. Donc, sur les semis, on refait ça là tous les ans avec l'ensemble des parcelles Farmstar, donc à gauche là, donc ça fait quand même depuis 2007, on fait du Farmstar avec Uneal. Vous voyez qu'on a l'évolution des dates de semis en pourcentage de ce qui a été semé. Seulement 20 des blés semés au 15 octobre, c'est pas beaucoup. C'est une des années les plus tardives qu'on ait connues. Ça a beaucoup semé à partir de là pour arriver à 80 semé, au 10 novembre. Donc, il y a une grosse accélération, sur cette période-là, et puis ça finit plutôt bien et pas aussi tardivement que certaines années type, là on voit pas là, c'est masqué, mais 2024, c'était l'année la pire, hein. Et à droite, c'est le même graphe, mais c'est pour l'ensemble des OAD. Donc vous savez que tous les OAD, qui sont utilisés aujourd'hui, maladie, stade et cetera, utilisent, de base des outils Arvalis, le Prévilis, on appelle ça Prévilis, Arvalis. Et donc en fait, on a, la Unéal, vous avez, multiplié par 2 facile, les abonnements Xarvio. Donc toutes ces parcelles-là où il y a des stades qui sont calculés aussi, sont basés sur les modèles Arvalis, et on a besoin de vraiment suivre de ça de très près. Alors sur les autres outils, en fait, la courbe d'évolution SMI, elle est identique, hein. C'est pas les mêmes parcelles, mais on a la même info, et on reparlera tout à l'heure de l'importance de tout ça dans les stades, pour être, le plus précis possible. Alors d'un point de vue, purement, météo, globalement, ce qu'on retient, en termes de pluie, c'est pas une année, depuis l'automne là, c'est pas une année, énorme. Il y a même la bordure, nord, vraiment extrême nord, où on a des précipitations qui sont nettement inférieures à la moyenne. Par contre, pour autant, ce qui est intéressant de regarder, c'est le drainage. On fait suite à une deuxième année, c'est une deuxième année, on fait suite à 2024 qui était extrêmement humide.
Et en fait, ben, on a eu du drainage qui s'est réalisé bien plus tôt que d'habitude. Et en termes de quantité globale, on est dans les années hautes, au final, même si ça démarrait plus tard. Les pluies de janvier notamment nous ont, sur des sols qui étaient déjà gorgés d'eau, heu, ont ont eu un impact important sur le drainage et du coup sur le lessivage de l'azote aussi, donc du lessivage tardif, qu'on a pu observer en mois de janvier. Quand je regarde, quelles que soient les stations météo, qu'on repositionne les pluies, les températures, 2025, c'est une année moyenne, hein, dans tous les cas. En termes de cumul de pluie, on est dans la moyenne. En termes de température, on est dans la moyenne. Donc on se dit normalement, on doit avoir des stades, moyens et on doit avoir un reliquat, moyen. Et ben, pas tout à fait, parce qu'en fait, dans la répartition de ces températures et dans la répartition de ces pluies, hein, je vous disais, avec beaucoup de pluie en fin de cycle seulement, donc en janvier, ben, on a un impact qui est un peu plus important sur le lessivage et les reliquats. Et en température, ben, on le voit aujourd'hui, hein, on n'est pas en avance. Et puis, même ces jours-ci, on pensait qu'on allait pouvoir peut-être accélérer un peu plus. Et c'est pas vraiment le cas. Les modèles ont plutôt tendance à stagner. Alors ce qui fait ça, bah, c'est ce que je disais, c'est les excès d'eau, hein, donc beaucoup de parcelles qui sont, en anoxie. On le verra tout à l'heure dans les reliquats, mais un signe qui trompe pas, c'est l'ammoniac, hein, dans les reliquats, donc les quantités d'ammoniac qui montrent que les parcelles, n'en peuvent plus, hein, trop d'eau et l'autre élément aussi, c'est le manque de rayonnement global depuis un petit bout de temps. Là, même si depuis 10 jours, c'est magnifique. Mais, on était clairement en manque de rayonnement et ça, sur l'assèchement des sols, ça a une importance très, très important. Donc, des sols engorgés avec une forte inertie thermique, ça a du mal à se réchauffer, ça a du mal à repartir et on le voit sur les stades, ça a plutôt tendance à stagner. Les parcelles sont pas aussi belles que d'habitude, quoi. D'un point de vue prévision de stade, donc j'en parlais tout à l'heure, on a regardé, globalement, il y a assez peu de semis avant le 15 octobre, hein, même pour une éole, on est plutôt à même moins de 20. Vous voyez qu'on est sur des stades pour les parcelles les plus précoces, qui sont souvent des Audaz et Rupsium, extase. On est, centré sur le 26 mars seulement. Et puis, bah, les 3/4 des situations, on est plutôt fin mars, début avril. On a même reperdu quelques 2 jours là, ces derniers temps. Enfin, depuis une semaine, on a reperdu 2 jours sur les semis tardifs. Donc, la majorité de nos situations, c'est des chevignons, des ponts d'or là, qui ont été semés, entre le 15 et le 30 octobre. Donc centré sur le 30 mars. Donc on n'est pas en avance. Quand on voit l'année dernière, on était entre le 10 et le 15 mars, hein, situation précoce, et il y en avait beaucoup plus de situations précoces. Là, on a facile 10 jours de retard par rapport à l'année dernière. On est dans les médianes, pluriannuelles, mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, on est, carrément en retard, quoi. Je sais pas si vous avez des Est-ce qu'on n'était ouais? pas trop en avance l'an dernier, justement? Si, si, bah, si, ouais. Mmh. Ouais, c'est pour ça que je te dis, on est dans la médiane là, hein, donc il y a rien de dramatique, rien d'exceptionnel. La médiane pluriannuelle, médiane 20 ans. Il n'y a pas de questions dans le conversation pour le moment. Mmh. N'hésitez pas, hein, si je raconte des conneries, faut me les dire, hein. Grosse interrogation qu'on a aujourd'hui, c'est, je ne sais pas si vous avez vu ça en fin d'année, donc c'est des mesures qui ont été faites d'enracinement, hein, sur un limon qui est un peu plus au sud de la région, mais qui était assez typique de ce qu'on a pu rencontrer dans notre région. C'est qu'on avait un enracinement en 2024 qui était 2 fois moindre par rapport aux années précédentes. Donc on le voit ici, OK, il y avait un peu de racines, en surface, mais dès qu'on allait un peu plus en profondeur, à 30 centimètres et plus, vous voyez que l'enracinement était, 2 fois moindre et on craint, vu les alors c'est pas les excès d'eau de cette année, mais c'est le cumul de la flotte de cette année, plus de ce qui s'est passé l'année dernière. On craint que les enracinements, plus les dates de semis un peu plus tardives aussi, que les enracinements soient pas, tip top, pour 2025. Donc ça, j'ai du mal à vous le certifier,
aujourd'hui, mais on craint ça très fort. Par contre, ce qui est certain, c'est que ces enracinements auront un impact encore, une fois important sur la résilience des cultures et sur l'absorption aussi, l'absorption d'azote. Donc quand on a des enracinements comme ça, ce qui est important, c'est vraiment de fractionner, de biberonner encore plus que d'habitude, parce que de toute façon, les plantes sont incapables de pomper, des grosses quantités d'azote, heu, très tôt et tout au long du cycle. L'autre point important, qui est la même résultante, hein, c'est qu'en fait, Donc tu nous ouais. dis que malgré des semis tardifs, le catapore serait, préférable aussi? Ouais, ah bah, après, il faut voir, si les stades s'accélèrent, mais il est évident que si vous arrivez sur des doses totales de plus de 200 sur les semis tardifs quand même, et bah, il va être important de fractionner. Même sur les semis tardifs, hésitez pas à pas mettre des grosses quantités. De toute façon, quand on voit les absorptions d'habitude, c'est déjà pas terrible, mais là, encore pire cette année, on risque ça risque d'être encore un peu plus compliqué. Donc, ouais, hésitez pas à fractionner, même sur les semis tardifs. L'autre élément qui a joué aussi, sur les reliquats, c'est, les réserves utiles du sol, hein. Quand on fait des bilans hydriques, là, vous les avez ici. En fait, sur les SMIC début octobre, d'habitude, on a les réserves qui se remplissent en moyenne vers, fin octobre. Là, cette année, dès les SMI, les réserves étaient déjà pleines, donc potentiellement, je vous ai dit, plus de lessivage, plus de drainage, et donc les réserves sont pleines depuis longtemps. Ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé, y compris dans les bons limons profonds. En plus, là, ici, on a pris un limon profond avec une réserve utile un réservoir utile maintenant, faut dire, de 200 millimètres, donc c'est énorme et pour autant, les réserves sont pleines et c'est pour ça qu'on a eu du lessivage. Évidemment, dans les sols les plus superficiels, on en a aussi. Voilà, donc si je finis un peu, donc c'est pour dire, voilà, un point de vue météo, stade, ce que ça donne. Pour expliquer un peu les différents conseils, juste un petit point sur les variétés cultivées, les précédents, qu'on retrouve le plus souvent dans Farmstar cette année. Pareil, vous avez les 2 informations. À gauche, c'est Farmstar, à droite, c'est l'ensemble des autres OAD. On a la même information, le même top 5 des variétés, hein, donc si vous regardez juste, ça dépend quel département, c'est fait par département, quel département vous êtes. Mais on a une, diminution assez certaine de chevignons, surtout Extase, hein, qui a bien plongé et montée, très forte de Pont d'Or et de Audace, suivie de très près par du Prestance en Picardie, de l'Éruptium en Nord-Pas-de-Calais, un peu d'Intensity aussi. Donc vous avez à peu près le même top des variétés. Donc retour de variétés un petit peu, demi précoces, beaucoup de variétés demi-précoces. Avec des petits baies aussi, donc des petits baies, apports complémentaires, ce qui a un impact aussi sur le fractionnement, on va le revoir tout à l'heure. Voilà, en termes d'évolution des surfaces depuis quelques années, vous voyez, c'est fin de l'hégémonie du duo extase-chevignon. Donc en bleu, là, c'est le chevignon, là, en violet, c'est l'extase, et puis forte progression du audace depuis 2 ans et du pont d'or cette année. Les 5 premières variétés font 50 des surfaces. Il y a quelques années, les 5 premières faisaient, 70, hein. Donc c'est plutôt une bonne chose de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc Avec les 2 premières qui faisaient 50. ouais, 45-50, ouais. 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 Voilà, voilà pour les variétés. Donc, ça évolue, des variétés productives qui ont, quand vous le regardez aussi, qui ont des composantes aussi, plutôt de fin de cycle, soit du PMG, soit de la fertilité épi, donc, des variétés qui convient d'adapter, jusqu'au bout, hein, du cycle et pas on ne cherche pas à faire un nombre d'épis record. Ce qu'il faut, c'est booster l'absorption en fin de cycle pour optimiser le PMG et optimiser la fertilité épi, globalement.
En termes de précédent, bon, ça vous devez vous en rendre compte aussi, mais on a toujours précédent betterave à 20%, précédent pomme de terre à 20% aussi. Il y a une année un peu particulière, évidemment, 2024, mais sinon on retrouve des stats à peu près habituelles. Il y a beaucoup de précédents maïs cette année, hein. Quand on additionne le rose, là, ici, c'est maïs fourrage, et puis juste au-dessus, maïs grain. Il y a beaucoup de précédents maïs. Le lin, on retrouve aussi, et il y avait eu pas mal de colza. Et puis le fait notable, c'est beaucoup moins de blé sur blé là depuis 2 ans, hein. Donc le blé a moins la cote maintenant. C'est bon? Donc j'arrive aux conseils qui ont été livrés avec un changement très important dans le calcul, c'est que le fait de passer par WeUse Fertile fait que le moteur de calcul a changé. Vous êtes passé de FertiWeb on a fait du FertiWeb ensemble depuis pas mal de temps à Epicless maintenant. Le calcul de la dose dans FarmStar, c'est du Epicless maintenant, avec quelques petites bémols, vous allez voir dans le calcul, mais en tout cas, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête pour l'interprétation des chiffres, notamment en pluriannuel. Alors, vous recevez toujours le même type de conseil, vous avez peut-être même pas vu la différence, mais au lieu d'être marqué, FertiWeb là, il est marqué méthode WeUse, et ce qui veut dire que, dans les postes, les calculs qui vous sont donnés ici, bah, c'est plus la même origine des chiffres. Alors, il y a toujours des chiffres, des trucs qui changent pas, c'est le besoin prévisionnel, ça c'est votre objectif de rendement, qui est juste au-dessus là, 90 quintaux, fois le petit b, qui est, repris ici. Donc là, 270 unités de besoin, donc ça vient de chez nous. Mais ensuite, il y a un certain nombre de postes qui viennent d'Epicless, et en particulier, la minéralisation du sol et le reliquat estimé, c'est des reliquats estimés par la méthode APM qui vient d'Epicless. Donc, vous allez voir après sur les reliquats, il y a on est assez surpris des fois des chiffres, mais il y a effectivement des compensations entre les 2 postes, entre la minéralisation et le reliquat sortie vert. Donc, on aura l'occasion d'en reparler après. Mais ça, c'est vraiment la nouveauté. Ce qui ne change pas non plus, bah, c'est la mesure satellite de l'azote absorbé. Vous l'avez sur la carte à gauche. Donc ça, c'est mesuré par Airbus, validé par nos soins, et ce qui permet tout ça globalement, bon an, mal an, d'aboutir à une dose totale. Euh, Avec MER inclus. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est MER, là, je vois que c'est pas précisé. Mise en réserve. Et la mise en réserve, souvent, on met un peu plus maintenant, on met plus 40, on met souvent un peu plus, donc ça dépend de votre variété. Mais vous voyez ici, c'est 60 unités. Il y a le soufre aussi, j'en reparlerai un petit peu après. Voilà, donc on va redétailler deux, trois postes quand même dans tout ça. Ce que je voulais juste dire, c'est que Epicless, donc on allait rechercher un petit peu, donc c'est développé par InVivo. L'estimation du reliquat d'azote et l'estimation de la fourniture en azote du sol, la minéralisation du sol, tout ça c'est estimé en fonction de cet azote potentiellement minéralisable, l'APM. Et globalement, il fait la même chose que ce que faisait FertiWeb. Il l'estime en fonction de l'azote du précédent, de la minéralisation automnale, des apports organiques évidemment, du lessivage, mais on n'aboutit pas tout à fait au même chiffre. L'important, c'est qu'effectivement, il y a un raisonnement, et d'un point de vue purement contrôle et tout, ce qui est important, c'est d'avoir un truc qui se base sur un raisonnement de tout ça et qui prend en compte tout ça. Après, le chiffre n'est pas tout à fait le même, mais il agit évidemment sur le reliquat et sur la fourniture du sol. Ce qui est notamment différent, c'est que là où la méthode comifère qu'on utilise dans FertiWeb calcule vraiment une minéralisation à partir d'un certain nombre de facteurs, ces facteurs-là sont différents et sont repris par cette méthode APM. Et on aura l'occasion d'en reparler juste après au moment des reliquats. Mais j'essaie de voir si effectivement, est-ce que le fait de changer de méthode, est-ce que si vous avez votre propre reliquat,
est-ce que ça va pas changer tout le reste? Globalement, ils disent bien eux-mêmes, si effectivement le reliquat est bien fait, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, s'il a mis une vraie mesure de reliquat, dans ce cas-là, et qu'il est bien fait, dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez le prendre et ça ne change pas le reste des postes. Donc voilà, c'était le plus important. Alors, juste un petit mot sur les variétés. Donc, je vous ai dit, hein, sur cette mise en réserve, on a des mises en réserve qui peuvent être globalement assez différentes. Donc, quand vous avez, vous avez vu tout à l'heure, tiens, je reprends celle-là, pardon. Là, ici, c'est 3 là. Et vous avez 60 unités ici de mise en réserve. En gros, si vous avez 60 là, c'est qu'il y a un petit B complémentaire. Ça veut dire que c'est 2,8 plus 0,2. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, sinon vous m'interrompez, je recommence. Mais donc un Campesino qui n'existe quasiment plus, mais un Chevignon là, qui est encore la variété, une des premières variétés, étoile, c'est du 2,8 de base pour le rendement et on y rajoute 0,2 pour la protéine, optimiser la protéine à la fin, ce qui fait un besoin global de 3, donc il y est marqué 3 sur le conseil Farmstar, et par contre on reporte 60 unités à la fin. C'est pour ça que vous avez une mise en réserve de 60. Si vous avez une mise en réserve de 40, c'est que c'est des variétés qui font suffisamment de protéines pour l'objectif de rendement. Mais il y a un certain nombre de variétés sur lesquelles vous allez avoir des mises en réserve de 60, 70. C'est rare, hein, il n'y a qu'une seule variété, mais 60 souvent. Les 3 quarts des variétés cultivées aujourd'hui ont un petit B complémentaire finalement. Quand vous faites la somme de cette case-là, puis ça ici, ça fait beaucoup de variétés, beaucoup de surface. Donc, sur ces variétés-là, mise en réserve de 60. Voilà. Et je voulais juste rappeler. Je peux Vas-y, compléter? vas-y, On vas-y. a un vrai changement, hein, depuis 10 ans sur nos variétés. Aujourd'hui, Thierry l'a bien précisé en introduction. On a des variétés aujourd'hui qui font leur rendement sur la fertilité épi et sur le PMG, et plus sur le talage comme les Bermudes d'il y a 15 ans. Donc c'est pour ça qu'on en apporte beaucoup à la fin, et c'est pour ça que c'est une des raisons aussi pour laquelle à la fin l'impact il est important si on n'accompagne pas jusqu'au bout. Ouais. Ah, c'est carrément ça, hein. On a des enjeux sur les apports de fin de cycle qui sont plus importants qu'il y a 10 ans encore. D'autant plus que le contexte, malheureusement vous l'avez constaté, mais le contexte géopolitique il n'est pas à la fête, et plus on aura du blé à 11,5 de protéines, et plus on sera libre de nos destinations de notre destination d'export, de notre blé, plus on est sur du blé faiblement protéiné et faible en PS, et plus malheureusement on subit le marché et on a moins de portes ouvertes. Je ne dis pas qu'on valorise plus cher, mais au moins on a plus de portes possibles. Mmh. Voilà, et juste, moi, je voulais juste dire, mais que allier rendement et protéines, c'est possible, hein. Là, vous avez la synthèse de tous les essais de la région. Les 10 unités de plus, 10 unités sur l'ensemble d'une courbe de réponse, enfin, l'ensemble du cycle de l'azote, l'ensemble d'une année, c'est 0,13 points de protéines, hein. Si vous appliquez bien 10 unités de plus, c'est 0,13 points. Donc 20 unités, c'est 0,26. Mais plus vous allez apporter ces unités tardivement, plus ça va être important. Et un chevignon, par exemple, ou un extase aussi, c'est fondamental d'apporter cet azote à dernière feuille. Les 20 unités de plus là qui viennent du petit B pour la protéine, appliquées à dernière feuille, c'est pas 0,13, c'est 0,17, et c'est pas et à appliquer à floraison, c'est pas 0,13, c'est 0,25. Donc les 20 unités de plus, si vous avez l'opportunité de les apporter jusqu'à épiaison, floraison là, ça peut être un demi-point de protéines pour le même rendement. Surtout, c'est ça qui est important. L'objectif, c'est pas de vous faire perdre des quintaux pour faire de la protéine. L'objectif, c'est d'allier les deux. Et c'est carrément possible maintenant par le jeu du fractionnement. Voilà, donc analyse des reliquats, cette année. Donc, juste pour rappeler, ces reliquats qui sont dans Farmstar sont des reliquats simulés
comme depuis quelques années, mais là, ils sont simulés par Epiclès, je viens de vous le dire. Alors, la moyenne vous allez retrouver dans tous vos conseils, c'est 39. 39. Avec, vous le voyez là, des reliquats parfois très très bas, notamment dans les sols filtrants, puisque ça tient compte du lessivage. Est-ce que ça tient trop compte du lessivage? On pourra en rediscuter après. Mais effectivement, dans les sables, dans les types de sols, sable en Picardie ou dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les limons sableux, là, on a des valeurs extrêmement basses qui ne sont pas compensées pour autant par des valeurs plus élevées dans les bons limons. Donc une moyenne de 39 seulement cette année, simulée par Epiclès. Selon les précédents, on a aussi quelques nuances avec des valeurs qui sont un peu plus élevées sur les céréales, enfin précédents céréales, sur les légumineuses aussi, ça c'est un peu plus logique. Des choses un peu plus étonnantes derrière maïs, il n'y a vraiment plus rien. 23, 29 là derrière maïs. Donc attention, encore une fois, tout ça c'est simulé. Je vais vous montrer après les reliquats réels. Donc c'est simulé, mais après réinterprété en fonction du lessivage et réinterprété finalement avec ce qui se passe jusqu'au moment de la photo satellite. Donc c'est normal que les reliquats simulés soient toujours un peu plus faibles que la réalité. Maintenant, il faut juger si l'écart est correct. Et en fait, c'est vraiment très très lié à la parcelle parce que les chiffres que je viens de vous montrer là, à la part précédente, vous les avez ici en orange, mais selon les parcelles, il y a parfois des reliquats qui tombent à quelques unités seulement et des fois des reliquats qui sont à plus de 100. Donc ça, c'est dans dans l'analyse de vos parcelles, vous devez avoir cette variabilité que je vois, que je vous illustre ici. Alors les reliquats réels, je te laisse l'été. Ouais, donc, Baptiste. euh, donc, ouais, donc justement, on a plus de 2000 reliquats hein, qui sont faits à la coopérative. Euh, et, euh, et du coup, bah, on a quand même pas mal de valeurs réelles. Et Thierry l'a bien précisé, hein, la valeur réelle reste toujours pertinente si tant est qu'elle soit bien prélevée. Mhm. Et globalement, sur trois horizons, vous le voyez, on a 60. une répartition plutôt à les 45-55. Le pic, il est vraiment à 45-55, 10-15 unités de plus que ce que vous aviez dans votre reliquat simulé. Simulé, ouais. Qu'on se mette sur trois horizons ou même sur deux horizons. Hein. Sur deux horizons, on est 45. à 30, 35, 40, 45, voilà, un pic à 40 globalement. Euh, il y a plutôt un petit peu plus dans les valeurs réelles. Alors, les valeurs réelles sont aussi prélevées. Globalement, on a eu un gros pic de prélèvement hein, à début février. Mhm. Après la lame drainante. Donc aussi, on a en moyenne quand même, par rapport à notre moyenne pluriannuelle, on est 15 unités en dessous notamment de l'an dernier, sur les 2500 qu'on a faites. Tu peux passer. Et vous voyez par précédent, on a aussi les mêmes écarts. Voilà, pour relativiser un peu, hein, vous voyez, quand Farmstar dit qu'il reste beaucoup après endives chicorée, non, ça, c'est plutôt comme d'habitude. Et puis maïs, c'est plutôt un petit peu plus avec, on voit malgré tout, en Mais ça maïs fait grain, partie là où il y voilà, en a le ça moins quand reste même, malgré hein. tout Ouais. les plus faibles. Voilà. Et puis Récolté tard et tout. ouais, les colzas, les pommes de terre un peu plus que d'habitude. Donc voilà, encore une fois, il est normal que entre cette synthèse des reliquats réels réalisés la plupart début février et puis l'interprétation qui en est faite dans Farmstar compte tenu du lessivage, etc., c'est normal qu'il y ait un écart. Euh, donc c'est voilà, c'est logique qu'on passe de 60, 55, 60, 70 à
50, 40 ou 39. Il y a une question, Thierry. Ouais. Il y a maintenant des mises en réserve de 50 unités si apport au talage. Il me semble qu'avant, c'était 60. Par exemple, Chevignon. Ouais, en fait, il y a des petites nuances là. Il y a un petit calcul, une petite différence. C'est selon la dose totale. Si la dose totale n'est pas énorme, au lieu de mettre 60, ils mettent 50. C'est à cause de ça. Et quand tu vois un 50, ça veut dire que c'est sur une variété qui a un petit B, C'est quoi. plutôt, Qui est c'est beaucoup plutôt moins tard. c'est du Chevignon, mais c'est Ouais, ouais. probablement plutôt que c'est une dose totale qui n'est pas très élevée. Ouais, un peu moins élevé, ouais. Ouais. Souvent, c'est lié à ça. Ça module un peu sur la mise en réserve. On veut pas prendre de risques, en fait. On veut pas déséquilibrer la fertilisation au global. Voilà, l'autre point important quand même dans ces reliquats, et c'est pour ça qu'il est important de les réinterpréter aussi, c'est que on a bien constaté que dans les reliquats, il y a une partie non négligeable cette année de NH4. Vous savez que normalement les plantes pompent du NO3 et souvent le NH4 est un peu synonyme d'anoxie, hein, de fonctionnement un peu ralenti du sol. Et donc là, encore une fois, ça montre bien tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur l'enracinement, la difficulté des plantes à absorber, et donc la difficulté finalement d'accessibilité de ce reliquat. Et c'est pour ça que les reliquats simulés sont souvent un peu plus faibles que les reliquats réels dans lesquels il y a une partie non négligeable de NH4, quoi. Donc c'est particulièrement vrai aussi sur les orges, hein, qui ont du mal à prélever, qui ont du mal à repartir. On a des orges qui sont plutôt moches, quoi, cette année. Voilà pour ça, pour les reliquats. Du coup, voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand vous avez votre propre reliquat, évidemment, et donc c'est ce que je voulais vérifier là en passant de la méthode FertiWeb à Epiclès, vous pouvez toujours mettre votre propre reliquat ici, hein. Là, j'ai pris un exemple, vous voyez, un reliquat estimé de 6 unités seulement. Alors, si vous avez un reliquat de 70, il est clair qu'il faut peut-être pas mettre 70. Mettez un truc intermédiaire pour réévaluer votre dose totale. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'on peut toujours mettre c'est toujours mieux de mettre son propre reliquat. Après, il faut voir si c'est vraiment un reliquat utilisable complètement ou pas depuis le temps que vous l'avez fait. Parce que il y a eu du lessivage cette année. Et puis, tout l'azote que vous avez mesuré un moment dans le reliquat, bah forcément, se retrouve aussi on peut se retrouver aussi dans l'azote absorbé. Donc, il y a des histoires des vases communicants qui font que c'est toujours un petit peu délicat. Donc attention à mettre des valeurs trop élevées là-dedans et puis vous retrouvez avec des doses totales de 160. Euh, il y a plus de chances de se gourer en mettant son vrai reliquat quand il est trop élevé. Voilà, j'espère que je suis clair là-dessus. Sinon, vous y revenez. Sur les objectifs de rendement, je fais tout le temps le point tous les ans un peu de ce que ça donne. Globalement, sur l'ensemble de Unéal, là, on est revenu, ça fait quelques années qu'on y tourne, mais on revient à une moyenne de 100 quintaux d'objectifs de rendement. Ça fait au moins 10 ans que ça n'a pas bougé. Euh, ça varie assez peu. Je suis toujours assez surpris, mais bon, c'est comme ça. Il y a assez peu de différence finalement, hein. C'est 2 quintaux, 2, 3 quintaux de différence entre date de semis et précédent. Donc il y a assez peu de variabilité quoi, globalement là-dedans. On pourrait extrémiser un peu plus. C'est toujours les objectifs un peu plus élevés derrière pommes de terre ou derrière pots de conserve. Mais la différence par rapport à ce qui est en orange, là, des blés sur blé, elle est pas énorme, alors qu'on sait qu'en réalité, on fait quand même pas mal, beaucoup moins de quintaux en blé sur blé qu'en blé de pois ou blé de patate. Là où il faut être extrêmement vigilant pour vous, c'est sur votre objectif de rendement et l'impact sur les doses. Donc, on va revenir après sur les doses totales qui ont été conseillées cette année. Mais, merde, pardon. Surtout, soyez très vigilants, notamment. Il y a une question, Thierry, je vais Ouais, répondre. Comment sont déterminés ces objectifs de rendement? Par qui, par quoi? Bah, justement, c'est au moment du remplissage de votre commande FarmStar que c'est l'agriculteur lui-même, c'est vous qui dites vous-même combien vous estimez l'objectif de rendement. Et là où Thierry met un point d'interrogation, c'est quand même qu'il faut faire attention, hein.
On sait que des blés sur blé, c'est facilement 10-15 quintaux de blé de moins en moyenne, hein, sur 10 ans que par rapport à des blés de pommes de terre. Et faut surtout, c'est pas gênant, hein, si vous mettez plutôt 110 en blé de pommes de terre et puis 90 en blé sur blé. Mm. C'est plus proche de la réalité et c'est souvent, et c'est pas ce qui empêchera, si jamais même vous mettez 90 puis que l'année elle se passe bien, c'est pas ça qui vous empêchera de faire quand même 100 quintaux, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, l'important, c'est de faire aujourd'hui un calcul pas trop mauvais, parce qu'on sait que forcément, on est mauvais lorsqu'on fait un calcul en Et, et, février. et du Euh, coup, ça vous donne ce que Thierry, il entoure en rouge, ouais. et il va vous expliquer voilà, pourquoi on a ça. Donc, comment ils sont déterminés, les objectifs de rendement? Bah, c'est la moyenne olympique, hein. Ça, c'est vous qui faites et vous êtes libre de faire ça, hein. Chacun est libre de mettre les objectifs de rendement qu'il veut. C'est le seul point sur lesquels, enfin, l'un des seuls points sur lesquels vous allez être contrôlé, par contre, hein. Ça, donc, soyez vigilants sur ce point-là. Tout le reste, la méthode, à partir du moment où vous faites du FarmStar, que ce soit avec FertiWeb avant ou maintenant avec Epicless, le fait de faire un calcul, d'avoir d'avoir un raisonnement, ben, tout est OK, hein, d'un point de vue purement réglementaire. Le seul truc qu'ils peuvent vraiment contrôler, c'est votre objectif de rendement. Donc, soyez vigilants avec ça. Et puis, du coup, moi, techniquement, là, c'est juste vous rappeler que au-delà de 250, là, ici, en vrai, ça ne doit pas exister. Donc, les doses totales à plus de 250, sauf à mal appliquer l'azote et à avoir plein de pertes, avoir de la volatilisation, si on travaille tout en liquide et puis on met tout dans le sec, ou appliquer l'azote tout au début, forcément avoir des efficacités beaucoup trop faibles. Normalement, je n'ai jamais vu, moi, des doses optimales qui dépassaient les 250 unités. C'est ce que je voulais vous remettre ici. C'est l'analyse de plus de 350 essais sur que la région Hauts-de-France, là, depuis un paquet d'années. On voit bien quand même que globalement, et on recalcule dans chaque essai la dose optimale a posteriori. La dose optimale pour les blés a bien augmenté un petit peu, mais on est en dose optimale, donc si on fait tout bien, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de pertes et tout, on est à 180 unités. La dose X, aujourd'hui, la dose qui est calculée au mois de février, là, c'est un peu ce que je vous présente aujourd'hui, on est maintenant à 205. Donc, vous voyez que bah, forcément, il y a une petite perte liée au fractionnement, la façon dont on met l'azote. Et ça, c'est la dose pour aller chercher les un ou deux derniers quintaux, là, il faudrait monter à 200, 250. C'est la dose pour arriver au rendement max. Mais on n'a jamais des doses optimales à calculer qui dépassent les 250. Donc, si l'azote est bien appliqué, c'est ce que je remets en haut à droite, optimisation du fractionnement et puis limitation des pertes, hein, c'est-à-dire que vous ne faites pas n'importe quoi avec l'azote que vous appliquez, on ne devrait jamais avoir des doses totales qui dépassent les 250. Maintenant, vous l'avez vu dans le graphe avant, il y a des doses totales cette année qui dépassent largement les 250, qui arrivent même jusqu'à 300. Euh, Epiclès blinde à 300, eux. Donc, il n'y a pas de plus que 300. Donc, vous ne retrouverez pas de chiffre à plus de 300. Mais c'est open. Et je trouve que ça fait beaucoup de parcelles entre 250 et 300. Ça faudra, à mon avis, faut que vous revoyiez quelque chose là-dedans, quoi. Mais, encore une fois, vous êtes libre. Si vous savez justifier votre objectif et puis que ça vous fait 280, j'ai rien à dire. Il y a encore une question, en quoi l'objectif de rendement est-il vraiment important si c'est l'INN qui est pris en compte pour le conseil de la dernière feuille? Ben, en fait, la difficulté, c'est de démarrer trop fort, donc avec des doses totales trop élevées. C'est que du coup, vous allez avoir une dose totale à appliquer à 280. C'est que en proportion, vous allez mettre forcément plus d'azote à talage et puis 1 centimètre, voire à 1 nœud. Et donc, au global, il y a grande chance qu'on arrive à dernière feuille avec ben, des besoins qui soient suffisants. Sauf que, en fait, la plante a fait beaucoup de feuilles, beaucoup de végétation, beaucoup de biomasse trop tôt. Elle en a assez théoriquement pour aller jusqu'au bout. C'est un peu ce que je vous ai montré au tout début, cette histoire de trajectoire là. Elle est très riche en azote et tout. Donc,
elle est censée en avoir assez pour aller jusqu'au bout. Sauf que si la météo est pas parfaite pour aller jusqu'au bout, ben elle va être ça va être beaucoup plus difficile pour elle, pour la plante, de retransférer tout ce qu'elle a absorbé pour l'amener au grain. Et donc, il faut qu'on ait une météo qui soit parfaite jusqu'au bout quand on est dans ce genre de situation. Donc, l'outil à la fin, juste l'outil à la fin, l'INN à la fin, il va dire que l'INN est suffisant à la fin. Mais est-ce que pour autant la plante saura retransférer tout ce qu'elle a absorbé euh, en luxe, en consommation de luxe au début? Bah, c'est pas le cas du tout. Et on constate que maintenant, une année sur deux, elle a du mal à retransférer tout ce qu'elle a absorbé. Si elle a absorbé de trop, elle va avoir du mal. Et c'est quelque chose que je constate de plus en plus là, depuis quelques années dans la région. C'est pour ça qu'on a relancé des travaux sur les absorptions de biomasse, qu'on a relancé des travaux sur les cinétiques d'INN. C'est pour ça qu'on développe aussi le CHN là. C'est pour essayer globalement de freiner un peu nos blés maintenant dans la région pour ils soient plus capables de supporter des à-coups climatiques et qu'ils soient plus résilients. Si la plante a trop d'azote au début, mais globalement, elle se comporte comme une feignante. Elle absorbe l'azote facile. Elle fait de la biomasse, elle fait de la feuille, mais elle ne développe pas son système racinaire en parallèle. Et du coup, en cas de fin de cycle difficile, soit trop chaud, soit trop humide, elle a du mal à retransférer. Voilà pourquoi c'est extrêmement important. Et je pense que ce sera de plus en plus important vu les années climatiquement complètement différentes qu'on a. Là encore, on est encore parti sur une année qui est vraiment très, très opposée à celle de l'année dernière. Des enracinements qui ne sont pas fous de base. Donc, si on biberonne pas et on n'accompagne pas doucement la plante et qu'elle est capable d'absorber beaucoup au début, ben, on risque d'être emmerdé en fin de cycle. J'espère que c'est clair. Sur les orges, juste pour dire, globalement, on tourne autour des 96 quintaux d'objectifs de rendement. Alors, qu'est-ce qu'il a mesuré le satellite? Ben, vous vous doutez bien que c'est pas foufou, hein, ce qu'on a mesuré. Donc, cette année, on est en moyenne à 19 unités d'azote absorbé. Alors là, le graphique est à l'envers, là, mais 2025 est à gauche. On retourne sur une année moyenne, beaucoup plus basse que ces 2, 3 dernières années. Donc, des azotes absorbés globalement plutôt moyens. Quand on regarde dans le détail, évidemment que ces azotes absorbés sont très liés à la date de semis. Plus vous avez ce métard, plus il y a de chances que ce chiffre soit bas. Il y a quand même une grosse variabilité. Donc ça, c'est l'azote absorbé mesuré par satellite en fonction de la date de semis. Donc il y a toujours des parcelles, même ce métaux, qui n'ont pas absorbé beaucoup, hein, pour des raisons diverses et variées. Mais globalement, on en retrouve plus au-delà des 20, 30, 40, jusqu'à 50 unités. C'est plafonné à 50, hein, donc ces chiffres-là sont ramenés à 50. Et puis après, plus vous avez ce métard et plus on va se retrouver à 5-10 unités. Alors, j'ai regroupé tout ça par décade de semis, là. Alors, il faut peut-être pas regarder là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parcelles en première et deuxième quinzaine de décade de septembre. Il n'y a pas beaucoup de parcelles. Mais vous regardez ici le 30, là. Donc, tous ceux qui ont semé, qui ont réussi à semer la première décade d'octobre, sont plutôt à 31 de moyenne d'azote absorbé. Et tous ceux qui ont semé en novembre, là, sont plutôt, et puis décembre et après, sont plutôt à 7, 8, 10 unités grand max. Et tout à fait logique et tout à fait cohérent, si ce n'est que tous les chiffres sont un peu plus bas cette année, quelle que soit la date de semis, par rapport à notre historique. Donc voilà, 19 sur les blés. Sur les orges, c'est toujours un peu plus, mais il y en a 25. Et là aussi, on est plus bas que les 2, 3 dernières années. 25 unités seulement. Sur les orges, pompent toujours un peu plus, mais démarrent plus vite. Mais c'est pas foufou non plus, hein, sur les orges. Du coup, je suis allé regarder un peu là parce que effectivement, azote absorbé sont faibles. On a quelques bandes agrégées avec du CHN là on regarde un petit peu ce qui se passe et du coup, comment sont valorisés les premiers apports. Donc, pour tous ceux qui ont fait des apports là, à partir du 15 février, on a le droit à partir du 15. Je suis allé voir si dans les parcelles que je suis là, s'il y avait des choses si on voyait déjà la valorisation de ces apports là. Et globalement, on retrouve une valorisation très, très faible cette année, des premiers apports qui ont été effectués. Alors,
J'espère que vous avez tous mis une quarantaine d'unités, 40-50 unités pour, comme on dit, amorcer la pompe. Parce que globalement, tout ce qui a été mis, depuis le mois de février là, n'est pas vraiment absorbé. Alors ça, c'est une situation un petit peu extrême, hein. C'est un blé en ACS, précédent maïs, ça a toujours du mal à pomper. L'INN est suffisant, il y a eu un apport qui est fait. L'INN est suffisant, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'azote dans la plante par rapport à la biomasse qui est produite. Mais vous voyez, par rapport au trait noir là, qui est en bas, là, c'est le LAI, la biomasse ou l'azote absorbé, bah, globalement, on est en retard, hein, ça absorbe pas. Et je voulais juste rappeler ça quand même, ok, on voit que ça n'a pas absorbé beaucoup. Juste que vous ayez en tête que les apports que vous avez faits, que vous faites, sont en gros disponibles pour la plante dans les 3 semaines à un mois qui suit. Si l'azote n'est pas absorbé par la plante dans les 3 semaines à un mois qui suit, cet azote-là est organisé. C'est-à-dire que quelque part, il est perdu pour le blé cette année, puisque cet azote qui est organisé, il n'est pas forcément lessivé, il est encore dans le sol, mais il n'est plus accessible. Et il faudra attendre que ça reminéralise très fort pour le retrouver de manière efficace. Et souvent, ça reminéralise, ben, au mieux, au mois de juin, pour faire de la protéine, ou au pire, ben, ça sera pour les moutardes, quoi, hein, pour les moutardes après le blé. Donc c'est ça qui peut interroger. À aujourd'hui, on est reparti comme l'année dernière sur des absorptions un peu plus lentes, et une trajectoire un petit peu difficile au début. Donc encore une fois, besoin de biberonner, de fractionner, c'est pas la peine de mettre des grosses quantités. De toute façon, la plante, elle est pas à aujourd'hui, elle a pas encore redémarré vraiment, elle est pas encore capable d'absorber beaucoup d'azote. Sortie d'hiver, c'est quand? Ouais, c'était, jusque début mars, quoi. Ouais, bah, ça, c'était cette notion-là, hein, de l'azote, il y a eu pas mal de travaux là-dessus, hein, là, quand vous faites un apport, ici, là, donc ça, c'est quand on faisait des apports avec de l'azote, marqué, hein, radioactif. On suivait la disponibilité de l'azote. Quand vous faites ici un apport vous voyez, de 150 unités, mais en fait, très rapidement, en 3 semaines, 1 mois, cet azote-là devient l'azote minéral du sol n'est plus disponible, et donc il est toujours là, mais il est sous forme organisée, donc pas forcément disponible pour la plante, et il va reminéraliser qu'une centaine de jours après, donc une centaine de jours, 3 mois. C'est pour ça que je vous parle de reminéralisation plus importante. On retrouve ça plutôt au mois de juin si tout va bien, ou plutôt juillet. Du coup, Donc du coup, est-ce que ça voudrait dire que nos classiques, bah, en gros, on fait 80 unités et puis 1 centimètre et puis on fait 40 à un nœud. Est-ce que cette année, on doit faire plutôt 60-60 ou rester quand même à 80-40? Non, non, je reste à 80, mais c'est pas la peine de monter plus, ça c'est clair. Et moi, c'est surtout ce que je vous dis, parce que les pieds 1 centimètre, on va quand même en valoriser dans le mois qui suit, hein, et puis on a une période de forte croissance, donc ça, on va le pomper. Mais moi, ce message-là, c'est surtout pour les premiers apports, en fait, hein. Ceux qui auraient mis 40 unités, ça va à peu près, mais ceux qui ont mis 60, 70, vous pouvez déjà être sûr que les 20, 30 de plus, là, celles-là, elles sont paumées, hein. Elles sont paumées pour cette année, quoi. Vu le comportement déjà d'habitude et le comportement en particulier de cette année, de ce qu'on voit cette année, c'est encore plus perdu que d'habitude. Alors, ce type de graphe là, ça vous explique aussi pourquoi dans des cultures comme la patate, le maïs ou la betterave, hein, vous pouvez tout mettre au semis. Bah, parce qu'en fait, le plus gros de l'absorption a lieu plus tard en saison, et donc à un moment où finalement tout ce que vous avez mis au début, c'est organisé, mais ça reminéralise au moment où la plante est capable de le pomper, quoi. Mais pour un blé, un colza, une orge, c'est important de fractionner, de biberonner, et d'éviter de faire des trop gros apports, sinon vous êtes soumis à ce phénomène d'organisation et de minéralisation tardive. Voilà, je passe là-dessus. J'arrive du coup aux doses conseillées. Donc pour Inéal, compte tenu de tout ce que je vous ai raconté, les reliquats, l'azote absorbé, tout ça, on est en moyenne cette année à 220. Heu, vous avez vu les reliquats, des doses totales conseillées 250 en moyenne sur les précédents maïs. Donc ça fait beaucoup, ça veut dire que si c'est la moyenne, elle a la moitié au-dessus.
Donc, soyez vigilants là-dessus, hein. Des objectifs très, très élevés sur les précédents maïs. 228 en blé sur blé, ce qui est beaucoup aussi. Et puis, bah, quand même, enfin, derrière pois de conserve, derrière pommes de terre, encore 200 unités. Je vous ai dit tout à l'heure, la dose optimale moyenne dans la région, c'est optimale a posteriori. Ici, on a tout fait bien, hein, c'est 180. Forcément, on peut admettre que, on en perde un peu parce que c'est mal réparti, et qu'il y a eu un peu de perte de lessivage ou de volatisation. Donc, c'est normal qu'on en mette toujours un peu plus par rapport à l'optimum. Mais voilà, c'est bon. Je regardais globalement 220, bah, c'est la moyenne linéaire depuis 6 ans là, Farmstar 6 ans. Donc vous voyez que les méthodes ont changé, mais au total, le jeu des vases communicants entre les différents postes, bah, font qu'on arrive quand même à 220. Ça fait 6 ans qu'on a 220 de moyenne. On retrouve un peu plus de variabilité, mais avec des doses maïs très élevées cette année, comme l'année dernière. Et puis, poids de conserve, on revient sur, des doses un peu plus faibles parce qu'on était monté à plus de 200, alors souvent c'était derrière poids de conserve, derrière pommes de terre, c'est là où ici il y a les objectifs de rendement les plus importants, mais il n'y avait pas que ça qui expliquait, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, sur les orges, on retrouve des valeurs un peu plus conformes, autour de 160 unités, 156 en moyenne. Voilà. Et puis, j'en termine là sur l'azote. J'ai remis 2-3 trucs sur le soufre. Donc, vous savez que le soufre était un élément lessivable également, qu'on en a de plus en plus besoin parce qu'il y a de moins en moins globalement d'apports atmosphériques et de moins en moins de pro, etc. Donc, on a toujours besoin d'un peu de soufre maintenant. Les besoins ont été réévalués avec la nouvelle grille qui tient compte de l'objectif de rendement. Donc forcément, on n'a pas les mêmes besoins entre un blé à 80 et un blé à 110 quintaux, ce qui fait que ça nous a conduit ces dernières années à augmenter un peu les apports en soufre. Alors, globalement, sur la zone unéale, il y a toujours des parcelles qui n'ont pas besoin. Souvent, c'est des parcelles qui ont des apports fréquents de matière organique. Tout ça, ça suffit. Sinon, la moyenne se tourne, que ce soit en blé ou en orge, il y a beaucoup de parcelles ici, entre 30 et 40 unités cette année. Quelques parcelles à 50, 60, 70 unités, c'est quand même assez rare. Donc, c'est 30-40 unités, beaucoup la plupart des parcelles. Et il y a quand même des petites nuances en fonction de la pluviométrie de l'hiver, hein, puisque sur la bordure, là, extrême maritime, vous avez vu que la pluie est plus faible que d'habitude. Et du coup, bah, globalement, on peut avoir il peut y avoir quelques petites nuances. Sur la bordure maritime, j'ai un peu plus de parcelles à zéro que sur l'intérieur des terres. Alors, c'est pas violent ici, vous le voyez, entre ces deux zones linéales, là, c'est les deux âmes, zone agrométéo. Si vous tirez des parcelles vers la Somme, il y a des conseils qui sont plus élevés sur la Somme. Puisque là, il y a plus un peu plus, ça se voit un peu plus sur d'autres organismes qu'au sein du NIAL, c'est assez peu. Enfin, tout est à peu près dans le même groupe. Voilà, et puis dernier point, c'est sur le risque verse. Ben, globalement, risque verse tient compte un peu de cette biomasse, l'absorption, etc., la capacité de la variété à absorber de l'azote tôt, et puis son risque verse intrinsèque. Globalement, vous avez reçu ça aussi, un risque verse. Les chevignons, les audaces sont plutôt en risque moyen, donc risque verse moyen. Il n'y a pas de gros risques élevés cette année, hein, forcément, on n'a pas absorbé beaucoup, on n'a pas des développements pléthoriques, on n'a pas des variétés non plus très sensibles, donc globalement, ça se tient. Tout ce qui est pont d'or, extase, intensity est plutôt en risque faible cette année. Donc, vous voyez ici en termes en pourcentage de parcelles faibles, moyen et fort. Il y a juste Audace, quelques parcelles d'Audace et puis du Prestance où on peut retrouver quelques parcelles à risque un peu plus fort. Donc là, il faut blinder un peu plus en régulateur. Donc en blé, voilà, j'ai 50% des parcelles en risque faible, 50% des parcelles en risque moyen, près, et un peu plus de parcelles en risque moyen en orge. Voilà.
Type de sol, je n'ai pas plus de nuances que ça. Voilà, j'ai terminé sur la fertilisation azotée. J'espère que vous avez bien retenu un peu tout ce qu'on a pu dire. Notamment, on a beaucoup appris l'année dernière, 2024, notamment sur, grâce au suivi avec CHN, on se rend compte maintenant plus précisément de l'évolution de l'azote dans la plante et dans le sol tout au long de l'année, et non pas juste avec un retour, comme on le fait dans Farmstar aujourd'hui. Donc ça nous sert vraiment à compléter. Moi, ça m'a beaucoup servi à compléter mon discours et sur la façon de fractionner. Alors pour ceux qui sont des vieux de la vieille qui font du Farmstar depuis 2007, on dit toujours qu'il faut fractionner et tout ça, mais là, plus les années passent et plus ça devient important d'essayer de s'adapter à la diversité des années climatiques qu'on a maintenant. Merci Thierry. Voilà. Ben, du coup, je te, je te rends la Je- main, je crois. Sauf si vous avez des Parfait. questions, hein. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, c'est toujours mieux. Moi, préfère parler à des gens, hein. Vous voyez mon écran? Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions sur la partie azote céréales de Thierry? Bon, a priori, c'est clair. De toute façon, on refera aujourd'hui, c'est plutôt voilà, un bilan et puis une sortie d'hiver, comment elle se passe, c'est plus agronomique, hein, Mhm. la prochaine visio sera sur le conseil de la dernière feuille, là où vraiment on réadapte. Bah Voilà. ouais, on prendra en compte vraiment tout ce qui s'est passé dans l'année, quoi. Et ben, je poursuis. Merci à tous. Et puis, Thierry, je te laisserai réintervenir, n'hésite pas au Ouais. besoin. Mhm. Donc, sur la partie colza, puisque on n'en a pas parlé dans ce webinaire, mais vite fait, juste vous dire que globalement, hein, le colza, c'est 7 unités par quintal de besoin, et qu'au-delà de 330, c'est pareil, hein, quand Thierry dit en blé, c'est 250, en colza, c'est pareil, c'est 330, on met un plafond, on met un plafond. Ça sert à rien de mettre 55 un taux d'objectif de rendement, ça plafonnera. Savoir aussi que 1 kg de biomasse en entrée d'hiver, c'est 50 unités d'azote. 1 kg en sortie d'hiver, c'est 65 unités d'azote. Le colza, c'est une crucifère, hein, c'est comme une moutarde, hein, c'est la même famille, donc c'est vraiment des pièges à azote et ça piège tout ce qui reste dans le sol. Et on voit clairement ici, plus vous avez de biomasse en sortie d'hiver, moins vous avez d'azote à absorber, à apporter au total. C'est une des caractéristiques de l'année, c'est qu'on n'a jamais eu si peu d'azote à apporter dans nos colzas. Malheureusement, hein, Thierry l'a reprécisé, la moisson catastrophique de l'an dernier nous a fait qu'il restait de l'azote dans les sols, qui a bénéficié au colza, puisqu'on a 28% des colzas qui sont à plus de 2 kg, enfin 50% des colzas qui étaient à plus de 2 kg en entrée d'hiver, et du coup qui ressortent en sortie d'hiver à 1,5 kg, parce qu'on n'a pas eu non plus de gel à pierre fendre, et ce qui fait un conseil moyen à 144 unités, qui est le conseil moyen le plus faible jamais vu par Unéal. Donc soyez pas surpris, hein, pas énormément d'azote à absorber. L'azote a capté tout ce qui restait dans le sol a posteriori, après moisson. Donc du coup, on est vraiment dans la situation grise là, au milieu. Globalement, vous avez fait un apport, hein, aujourd'hui. Il n'y a pas d'urgence à solder l'azote, hein. Quand on sera là au stade D2 avec les premiers boutons visibles, voilà, semaine prochaine, ce sera le moment de solder l'azote. Le souffle a dû être apporté au premier apport, mais n'hésitez pas à compléter au besoin, parce que vous voyez en blé, les besoins sont à 30-40, hein, ils sont un peu plus importants d'année en année. En colza, c'est pareil, on est plutôt à 70-80 en besoin total. Et pareil, de la même façon, ils sont de plus importants d'année en année. Donc voilà, assez simple. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la ferticolza, mais globalement, il reste plus grand-chose, hein, les colza, il reste plus qu'à surveiller les méligettes
et faire le fongicide au stade G1. Et globalement, c'est bien parti pour les colzas. On a des colzas plutôt corrects. À voir ce que ça donnera au bout. Pas de questions particulières? Parfait. Donc, on passe Voilà. On passe sur la partie suivi maladie. Vous m'entendez toujours? Ouais, on t'entend. Ouais. Parce que j'ai un écho bizarre. Ouais, moi aussi. Ouais. Attendez, il doit y avoir un micro quelque part. Hop, c'est mieux là. Voilà. Hop, parfait. Donc voilà, bravo à vous tous, hein, adhérents ici présents, technicaux. On a cette année plus de 700 adhérents qui ont souscrit à l'offre Xarvio. C'est 35 000 hectares enregistrés à ce jour, hein, donc un vrai engouement pour cet outil qui nous aide à piloter au mieux nos fongicides. Et comme disait Thierry, je suis tout à fait d'accord, l'année 2024 est une année très technique qui nous a appris beaucoup en azote, mais aussi en maladie. Je y reviendrai, je vous présenterai l'essai justement Xarvio après. Donc Xarvio nous donne aussi les stades prévisionnels avec avec les stades prévisionnels et puis la quantité de parcelles ici présentes. Donc moi je vois la vision globale, hein. Globalement, Zorica est sans surprise la variété la plus représentée, suivie par 2 hybrides. On voit que les hybrides c'est quelque chose qui progresse, hein, Luna et Bangkok, et notre fascination qui termine au pied du podium, avec des stades prévisionnels de épi 1 cm plus précoces sur une fascination, qui est clairement la plus précoce. Et vous voyez 2 vagues ici de prévision de stade dernière feuille. C'est en gros, vous avez fascination et Zorica ici, et vous avez les hybrides ici. On a toujours 8 jours de décalage. Un date prévisionnelle de premier traitement, donc pour l'instant, hein, tout est ouvert, hein, que ce soit sur Elminto et sur Rinco. Et à aujourd'hui, le prévisionnel, ce serait de dire au 10 avril, attention à la Rinco, à confirmer, hein, il y aura peut-être un déclenchement à ce moment-là. Et le gros se fera vraiment pour l'Elminto et plutôt sur de la dernière feuille. Donc, on est sur une année où globalement, attention à la Rinco en sortie d'hiver. Sur les traitements Systiva, c'est en partie contrôlé, donc c'est minimisé. Et puis le traitement DFE sur sur toutes les parcelles. Voilà. Sur la partie blé, Thierry l'a montré, un stade épi 1 cm globalement aligné sur le 1er avril quasiment. Et puis une dernière feuille étalée prévisionnelle à aujourd'hui entre le 10 et 15 mai, ce qui est, si je ne me trompe pas, la moyenne, vraiment la médiane des 10 dernières années. Sur le même principe, hein, les variétés les plus représentées, c'est vraiment, on est sur les mêmes outils, donc on a les mêmes réponses. Mais Chevignon, Eruptium, hein, là on est centré unéal, hein, donc c'est pour ça qu'on a Chevignon, Eruptium, Extase qui fait plus dans le Nord-Pas-de-Calais que dans les Hauts-de-France. Eruptium, pareil. Et puis Pondor et Audace, qui sont les grandes, le top 5. Et pareil, hein, comme je disais tout à l'heure, 5 variétés pour faire 50%, c'est très bien. 2, c'est un peu risqué comme on avait depuis quelques années avec Chevignon Extase. Donc, prévision de premier traitement, donc on retrouve un risque piétin classique, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on a 15% des parcelles avec un risque piétin important. En 2024, on était à plus de 50% des parcelles avec un risque piétin important. Attention, ce risque est bien un risque, hein, ça dépend de ce qu'on a, de ce qui se passera à la montaison, mais aussi ayez en tête que l'inoculum de piétin qu'on a remis dans nos parcelles depuis 2024, 2023, même où on a vu du piétin aussi, le piétin vert reste dans le sol et donc on peut avoir un inoculum un peu plus important que ce qu'on avait auparavant. La tolérance variétale fonctionne très bien pour ça, hein. Quand on a semé du Pondor et de l'Audace,
on a un risque, le risque piétin est maîtrisé par la tolérance variétale. Par contre, Chevignon, Extase et Rupium, attention, on n'est pas sur des tolérances variétales uniques. Donc, prévision de traitement aujourd'hui, que ce soit en rouge jaune, en rouille brune ou en septo, ce qui déclenchera a priori aujourd'hui, ce sera la septoriose ADFE. À voir, mais pour l'instant, tout est plutôt au vert dans la plaine. Et puis, si on peut avoir 15 jours de vent de nord-est pour assainir un peu nos sols et permettre à nos blés de fonctionner un peu mieux, ça n'en sera que bénéfique. Je voulais vous remontrer justement sur 2024, année très riche d'enseignements. On dit toujours on doit déclencher à la dernière feuille étalée. Enfin, c'est ce qu'on nous apprend. On dit on fait notre fongicide SDHI à la dernière feuille étalée. Or, on remarque qu'avec Xarvio, on optimise vraiment ce déclenchement. Et ici, dans notre essai l'an dernier sur bas pomme, donc on est sur un SMI du 10 octobre. La variété, c'est du Chevignon. Et puis au 23 avril, il nous dit attention, on n'est pas loin du compte, donc il n'y a pas eu de T1 de fait, puisque a priori pas de souci de ce côté-là. Thierry fera un petit point juste après là-dessus, mais il fait déclencher, il dit voilà, on va être plutôt un déclenchement au 1er mai, et au 30 avril, il dit allez go, allez-y. Ok, donc ça c'est ce que vous observez dans votre bulletin que vous recevez 2 fois par semaine. Il vous permet d'anticiper puisque une dizaine de jours avant, vous recevez le voyant passe au orange et vous dit, voilà, en fonction des conditions climatiques, on va voir ce qui se passe. Donc la date optimale, elle était le 30 avril et donc on a déclenché arbitrairement, nous on déclenche, pour faire simple, on déclenche toutes les semaines et puis on met l'outil après dessus, on voit ce qui se passe. Et puis, et donc, on a déclenché le 29 avril, Xarvio disait le 30, et après, on a déclenché le 7 mai. Donc, la dernière feuille ici, on était au stade 37-38, dernière feuille entre les deux, et la dernière feuille étalée était là. Et la synthèse montre que sur nos deux produits qu'on a testés, notre Aprovia-Aquino et la Dépidine, on va chercher un quintal et demi, 2 quintaux à avoir déclenché au bon moment avec Xarvio. Et y compris en 2024, y compris sur une année compliquée, l'outil Xarvio s'est pas trompé, a trouvé la bonne date de déclenchement. Et tous les ans, on le teste là, cet outil, ça s'appelait Atlas avant, ça fait quasiment 15 ans qu'on fait des déclenchements comme ça. On a toujours 2, 3, 4 quintaux par le bon positionnement du fongi de la dernière feuille. Donc, on n'est pas dernière feuille étalée, on est un coup dernière feuille pointante, un coup dernière feuille étalée et un coup dernière feuille étalée plus 8 jours. Pour exemple, là, cette année, en 2025, il dit que ce sera peut-être dernière feuille étalée. Mais peut-être que si ça anticipera ou ça ralentira. Je vais te laisser prendre la main, Thierry, justement, sur le modèle derrière, qui est le modèle Septolis. L'intégrateur, c'est Xarvio, mais le modèle, c'est bien Septolis. Et donc, du coup, suite à l'année 2024, c'est pareil, il y a eu des mises à jour sur les variétés et sur les règles. Ouais, vous savez en fait, les notes des variétés à l'inscription, les notes GVS du CTPS, sont fixes, mais tous les ans, nous, à Orvalis, on réévalue les variétés en fonction de toutes les observations. Et donc là, les collègues, la spécialiste variété, récupèrent l'ensemble de tous les essais qui sont dans nos réseaux. Unial fait partie des réseaux variétés également, donc on récupère toutes les notations. Et on synthétise tout ça pour mettre à jour les variétés. Alors globalement, à part, donc vous avez ici, il y a des petites flèches pour voir un peu les variétés qui ont changé, mais vous avez toutes les variétés qui sont cultivées ou qu'on peut retrouver dans la région. À commencer par les variétés les plus tolérantes à septo là, à gauche. Il y a quelques variétés qui sont même remontées. Le Shrek, si vous en faites, est même remonté à 8. Ça, on n'a pas vu ça depuis longtemps. Quelques hybrides aussi qui sont remontés
remonter. Sinon, globalement, évidemment, avec l'année exceptionnelle qu'on a connue, il y a beaucoup de variétés qui ont baissé d'un demi-point ou d'un point. Et le plus, c'est évidemment Celebrity. Mais encore une fois, il faut rappeler que Celebrity, surtout semé, il avait été semé parfois un peu trop tôt et donc il a dégusté très fort. Alors, peut-être que ponctuellement, dans une parcelle, dans un secteur donné, vous diriez: «Ben ça vaut pas un 5, ça vaut pas un 5,5, ça vaut un 3, ça vaut un 4». C'est possible qu'on ait des pressions qui étaient plus importantes dans certains secteurs. L'important, c'est d'avoir un truc, le plus harmonisé possible, et du coup, voilà, globalement, on retrouve, nos différentes variétés qui ont baissé et forcément, plus la variété est cultivée et plus elle a de chances d'être dégradée. C'est le cas d'Extase et Chevignon qui ont perdu ici un demi-point, donc ils sont arrivés à 6,5. Et l'autre truc important, je pense que tu l'as laissé après, non? C'est l'évolution dans les modèles. On a revu. C'est aussi pour Mhm. relativiser par rapport à est-ce que ça vaut plutôt 5,5, 5 ou 4,5 ou 4. Enfin, le demi-point, c'est a priori gênant pour vous, mais en fait, le modèle derrière, Ouais. il tient compte de ça, quoi. C'est surtout la barre a changé. Ouais, voilà. En fait, donc, OK, on a changé un petit peu, les nôtres. Après, les règles de décision, en fait, on a sur la base de tous les essais qu'on avait depuis un paquet d'années, on disait, donc c'était quasiment impasse, tout le temps conseillé, pour les variétés à plus de 7. Et donc, là, maintenant, on a changé, on a remis cette note à 6,5. Donc les variétés peu sensibles avec une note de 6,5 pourront maintenant avoir potentiellement, si l'année climatique est là, pourront déclencher un traitement avant DFE, donc faire un vrai T1, alors que là, jusque-là, c'était souvent sur les variétés 6,5, on était encore tolérant, donc ça pouvait faire impasse. Donc les chevignons, les extases là qui finalement sont arrivés à 6,5, on est vraiment en limite maintenant et donc potentiellement si l'année climatique se révèle aussi importante que 2024, potentiellement ces variétés-là pourront déclencher un peu avant. Donc, on reprend ça tous les ans, tous les essais, et on regarde, on recalcule à chaque fois, l'impact, l'impact des déclenchements sur, l'importance technico-économique, l'intérêt d'aller chercher un quintal ou 2 si c'est pas rentabilisé. Donc là, il y a juste cette petite nuance. Donc quelques variétés qui descendent et une réévaluation à demi-point près, du déclenchement. Donc concrètement, un Et ça faisait, extase, il faut dire aussi, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas une année aussi exceptionnelle en maladie, hein. Donc, c'est vrai que sur ce type de variété, on avait peut-être un peu moins, forcément un peu moins de références. En tout cas, on n'avait pas l'année de fou qu'on a connue dans nos bases, quoi. Donc, c'est ce qui nous a permis d'être un peu plus fin encore pour les années à venir. voilà, donc concrètement, un chevignon extase en 2025 pourrait potentiellement déclencher un T1, alors qu'en 2024, on était, c'était quasiment pas possible, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà, je sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là, juste pour vous dire que globalement, hein, les Xarvio, parce que c'est Non, assez, j'ai enfin, par vas-y, par pardon, contre, attends, si excuse-moi, si je peux me permettre, mais du vas-y, coup, vas-y. effectivement, beaucoup se sont posé la question des déclenchements sur, extase, chevignon. On a quand même fait l'analyse en fin de cycle, j'aurais plutôt rajouté ça. Des situations où on a fait l'impasse sur ces variétés-là. En fait, la limite c'était 2 quintaux, c'est pour ça que on ne faisait pas déclencher. Les essais, qu'on a pu identifier, où il y avait du extase chevignon, on a fait l'impasse, c'était 3. Donc, on n'a pas, non plus, hein, si vous avez fait une impasse sur chevignon extase, vous n'avez pas perdu 10 quintaux là-dessus, hein. Donc, ça permet de relativiser aussi parce qu'on peut se dire: «Ouais, mais l'année était quand même exceptionnelle, vous avez fait perdre des quintaux, on va pas déclencher sur ces variétés-là». Les quelques essais qu'on avait, où il y avait pas que nous, hein, tous les partenaires qui avaient des essais avec des chevignons extase où où on n'a pas fait déclencher. En gros, il y avait trois quintaux, 3-4 quintaux grand max, quoi, sur les 2 qu'on s'autorisait. Donc c'était pas une erreur, monstrueuse non plus. Enfin, je me permets de compléter. Oui, oui, tout à fait. Merci Thierry. Euh, donc
pour finir un peu, donc vous allez avoir en local des bouts de champ plus adaptés à votre secteur, hein, dans le cadre de votre bout de champ que vous avez avec vos technicaux habituels entre mi-mars et mi-avril. Hein, certains l'ont même déjà réalisé, je crois, si je ne me trompe pas, sur Nampont, c'est déjà fait. Mais vraiment, pour prendre en main l'outil, n'hésitez pas à solliciter le service agro, à solliciter votre technicien OAD, parce que bah, effectivement, on a plus de 700 utilisateurs, et comme à chaque fois qu'on utilise un nouvel outil, c'est toujours beaucoup plus. Enfin, on n'a pas l'habitude, on a plein de questions. Il faut surtout les poser et pas rester avec vos questions et puis dire à la fin, bah tiens, le machin, il marche pas, je le fais plus, quoi. Derrière ces Septolis, on voit que enfin, c'est vraiment quelque chose qui est bien calé, qui fonctionne bien. Euh, mais pour autant, ça nécessite une prise en main et puis une adaptation. Vous vous rappelez que la deuxième visio qu'on va faire avec Thierry, ce sera le 30 avril, où là, on va faire le bilan à la dernière feuille, et là, on refera le même point, hein, un point sur le dernier rapport d'azote, et puis une évolution maladie. Il est fort probable que notre carte maladie toute verte à fin avril, elle est basculée au minimum à l'orange. On refera également une deuxième visio en interne, cette fois-ci avec l'accompagnement vraiment de la fin de cycle. Est-ce qu'on va chercher vraiment cette qualité pour assurer d'un point de vue risque fusariose, risque septoriose, aller chercher les 11,5 de protéines? Sur quoi on peut encore agir à cette date-là? L'année n'est pas précoce, donc il sera encore temps à ce moment-là de se poser les dernières questions. Vous avez une option qui est intégrée à Xarvio, qui a été intégrée sur un tard cet hiver. Vous n'êtes pas tous au courant, mais vous avez la possibilité d'avoir l'option suivi de la cercosporiose en betterave. De la même façon qu'on optimise de 3-4 quintaux quand on va chercher le traitement avec fongi blé avec Xarvio, on va chercher également 2-3 tonnes de betterave avec l'outil Xarvio sur la cercosporiose. Puisqu'on est sur les betteraves, j'en profite, hein, les semis vont globalement avoir lieu cette fin de semaine et la semaine prochaine. Donc toujours rappeler que c'est pas parce que c'est beau en surface que c'est beau dans le fond. Hein. Faut surtout mettre une bêche avant de mettre le prépare-sol. Et puis n'oubliez pas que les limaces, elles n'ont pas disparu avec l'hiver. Ici, c'est un exemple de notre réseau LimaCapt. Hein. On a aujourd'hui des caméras qui font des photos quotidiennes plusieurs fois par jour d'un carré au sol fixe et qui décrivent l'activité des limaces. Et on voit qu'elles n'ont pas disparu. Soyez très, très, très vigilants vis-à-vis des limaces. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit plus qu'elles ont disparu. Malheureusement, bien au contraire. Il faudra vraiment être très vigilant ce printemps-ci. Les betteraves où il y a du colza à côté, les betteraves où vous avez été embêté l'an dernier dans le blé, etc., etc. Soyez très attentifs. Malheureusement, on risque encore d'avoir un printemps propice aux limaces, hormis s'il ne pleut plus pendant 2 mois.